Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Aujourd'hui, on va parler sur les déclencheurs ou les triggers en SQL Server. On va commencer par donner des petites définitions sur les déclencheurs, puis passer à l'utilité des déclencheurs pour enfin parler sur la manipulation des déclencheurs. La manipulation, ça veut dire la création d'un déclencheur, la modification d'un déclencheur et enfin la suppression d'un déclencheur. Pour commencer notre sujet, il n'y a pas mieux qu'une mise en difficulté. Alors, supposons qu'on a un employé. Un employé est numérisé par une table employée qui comporte les champs matricule employé, nom employé, prénom employé, date naissance employé et le salaire employé. Alors, comme on vient de le dire, un employé possède un salaire. Admettons que cet employé a eu une augmentation de salaire. Dans ce cas, on aura une ancienne valeur ou un ancien salaire et on aura une nouvelle valeur ou un nouveau salaire. Mais puisqu'on a dit une augmentation, il faut que le nouveau salaire soit supérieur à l'ancien salaire. Avec des instructions simples, des instructions SQL simples, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut uniquement faire un update de la table employée en manipulant le champ salaire employé en lui attribuant le nouveau salaire. Mais avec cette instruction, on ne peut pas. Il est impossible de vérifier une telle condition avec une simple instruction de SQL Server. Avec l'instruction de update, telle qu'elle est en instruction simple, il est impossible, strictement impossible de vérifier si la nouvelle valeur du salaire employé est supérieure à l'ancienne valeur du salaire employé. Admettons qu'on a un utilisateur qui peut accéder à une base de données. L'accès est 7/7 et H24. Supposons qu'on veut limiter les heures d'accès, soit à la base de données, ou à une des tables, ou à une des colonnes de cette table. Limiter l'accès à des heures bien définies. Soit on limite les heures, ou carrément on peut limiter les jours. C'est-à-dire l'utilisateur peut consulter, mais pas de mise à jour en dehors des heures et jours de travail. Il est strictement impossible d'effectuer une telle condition, ou plutôt de vérifier une telle condition avec de simples instructions SQL. Pour pouvoir réaliser ça, on doit utiliser les triggers. On dit déclencheur ou trigger, c'est la même chose. Alors, c'est quoi un déclencheur? Pour gérer des contraintes complexes au niveau du SGBD, il est souvent nécessaire de recourir au déclencheur ou trigger. Un trigger ou un déclencheur est un programme qui se lance automatiquement lorsqu'un événement se produit. Alors, un trigger est un programme qui se lance automatiquement. Un déclencheur est une procédure programmée au niveau du SGBD qui s'exécute automatiquement lorsqu'un événement précis survient. Un déclencheur est une procédure enregistrée, sauvegardée au niveau du SGBD qui se déclenche automatiquement lorsqu'un événement précis survient. Par événement, on entend toute modification, soit une insertion avec l'instruction insert, ou une suppression avec l'instruction delete, ou une modification avec l'instruction update, une mise à jour avec l'instruction update. Des données se trouvant dans les tables. Pour plus de précision, soit une table T. Quelle que soit la table T, on peut lui effectuer des ajouts. On peut ajouter des enregistrements à une table en utilisant l'instruction insert. On peut aussi
supprimer des enregistrements en utilisant l'instruction delete. On peut aussi modifier le contenu. On peut aussi modifier le contenu d'une table, ça veut dire des enregistrements de la table, en utilisant l'instruction update. Ça, c'est connu. Mais si on vérifie l'état des données, l'état des enregistrements de la table, on a l'état avant l'action, on dit avant ou on dit before. On dit avant ou on dit before l'action. Ainsi, on a après l'action. Après l'insertion, par exemple, on utilise le terme after. Alors, comme ça, on a l'événement before insert. C'est l'événement qui se produit avant l'insertion. Puis, on a le insert. Alors, le before. Et ensuite, on a le after insert. Le before insert s'exécute le premier, puis le insert, et enfin le after insert. La même chose avec le update. Avant d'effectuer un update, on effectue un before update. C'est-à-dire avant de modifier, il y a l'état ou l'événement avant modification. Puis vient le update. Pour enfin, on aura affaire à un after update. Et la même chose avec la suppression. On a un before delete, puis un delete, et enfin un after delete. C'est ce qu'on appelle des événements déclencheurs. Ce sont des événements déclencheurs. Alors, comme on vient de le voir, les événements. Les événements déclencheurs sont principalement l'ajout, la suppression ou la mise à jour d'un enregistrement dans la table ou même d'une colonne particulière. Les événements déclencheurs sont généralement, comme on vient de le dire, soit un before insert, il s'exécute du code, c'est l'exécution du code avant l'insertion. On a un before update, c'est exécution du code avant une modification. On a un before delete, c'est l'exécution du code. Lorsqu'on dit exécution du code, ça veut dire l'exécution des instructions avant une suppression. Ou bien un after insert, c'est l'exécution du code après une insertion. After update, c'est l'exécution d'un code ou bien du code après une mise à jour. Et enfin, on a le after delete, c'est l'exécution du code après une suppression. Mais il y a une remarque importante, c'est que sous SQL Server, les triggers before ne sont pas disponibles. À l'inverse des autres SGBD, comme par exemple l'Oracle, on peut trouver un trigger before insert, before update, before delete. Par contre, au niveau du SQL Server, on trouve uniquement les after insert, les after update, les after delete. Alors, soit la table T. On veut exécuter un trigger insert, un déclencheur qui se déclenche après avoir exécuté une insertion. Le SGBD, il va créer une nouvelle table virtuelle. Lorsqu'on exécute un trigger insert, le SGBD va créer une table virtuelle nommée inserted. Dans cette table, cette table n'est accessible qu'au niveau du trigger et son contenu est perdu dès que les triggers sont validés. Alors, les enregistrements ajoutés, lorsqu'on parle d'insertion, ça veut dire qu'on veut ajouter un enregistrement. Les enregistrements ajoutés sont placés dans une table temporaire nommée inserted. Les enregistrements ajoutés sont placés en premier plan dans cette table inserted. Après la validation du trigger, le SGBD copie ces enregistrements vers la table T
et supprime la table inserted. Avec cette méthode, on peut soit empêcher carrément l'ajout, limiter le nombre d'ajouts, c'est-à-dire empêcher carrément l'ajout, ou exécuter des vérifications sur les valeurs avant l'ajout. Avec ce principe, avant d'ajouter définitivement des enregistrements, on peut effectuer des vérifications sur les valeurs ajoutées. Deuxième exemple. On a un trigger exécuté avec l'instruction, ou plutôt après l'instruction delete. Dans le delete, toujours avec la table T, le SGBD va quand même créer une autre table nommée deleted. Cette table n'est accessible qu'au niveau des triggers et son contenu est perdu dès que les triggers sont validés. Ça veut dire une fois qu'on sort du trigger, le contenu de cette table est perdu. Les enregistrements supprimés sont placés dans une table nommée, une table temporaire, temporaire, nommée deleted. Ça veut dire lorsqu'on veut supprimer des enregistrements, ces enregistrements, avant qu'ils seront enregistrés, et plutôt supprimés, ils vont être placés dans cette table. Et on peut effectuer des vérifications avant la suppression. Dès que le trigger est validé, on supprime définitivement les enregistrements et on revient à la table initiale. On peut, avec cette méthode, on peut soit empêcher carrément la suppression, cet enregistrement, on ne peut pas le supprimer, ou bien effectuer des contrôles sur les enregistrements avant l'opération de la suppression. Alors, on a dit qu'un trigger insert crée une table virtuelle nommée inserted. Lorsqu'on a un trigger delete, le SGBD crée une table virtuelle nommée deleted. Lorsqu'on a un trigger déclenché avec l'événement update, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Le SGBD va créer deux tables, une nommée deleted et l'autre nommée inserted. Pourquoi on va créer deux tables? Alors, le contenu de ces tables n'est accessible qu'au niveau des triggers et leur contenu est perdu dès que les triggers sont validés. Mais pourquoi créer deux tables? Tout simplement, la table deleted, on y trouve l'ancienne valeur parce que lorsqu'on parle de modifier un enregistrement, modifier une colonne, modifier une valeur. Ça veut dire on a une ancienne valeur et on a une nouvelle valeur. Alors l'ancienne valeur est enregistrée au niveau de la table deleted, mais la nouvelle valeur est enregistrée au niveau de la table inserted. Après validation du trigger, les données vont être mises à jour au niveau de la table T et les deux tables seront supprimées, la table deleted et la table inserted. Pourquoi utiliser deux tables? Tout simplement, avec cette méthode, on peut facilement comparer entre l'ancienne valeur et la nouvelle valeur. L'exemple de l'augmentation de salaire. Avec cette méthode, on peut facilement comparer entre l'ancienne valeur et la nouvelle valeur du salaire. Ce qu'il faut retenir, la première des choses, un trigger est un programme stocké au niveau du SGBD qui est déclenché automatiquement par une opération de mise à jour. Un trigger est un programme stocké au niveau du SGBD. Il est déclenché automatiquement après avoir effectué soit un insert ou un update ou un delete. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, lorsqu'un trigger est déclenché par un insert, une table virtuelle inserted est créée. Lorsqu'un trigger est déclenché par un delete, une table virtuelle deleted est créée. Et lorsqu'un
un trigger est déclenché par un update, deux tables virtuelles sont créées, une nommée inserted et l'autre nommée deleted. Finalement, on a l'instruction rollback. L'instruction rollback qui permet de stopper l'exécution d'un trigger et rétablir la table à son état initial. Ça veut dire rétablir la table à son état avant l'instruction. On va voir tout ça en détail. Pour la syntaxe générale de la création d'un trigger est la suivante. Create trigger on, for, after, instead, insert, delete, update, as. Alors pour le create trigger, c'est pour indiquer que l'on va créer un trigger, suivi du nom du trigger. Alors, dans le nom du trigger, on peut soit indiquer uniquement le nom ou carrément le DBO, ça veut dire le schéma, point, le nom. On, le table name, c'est pour préciser sur quelle table ou quelle vue s'applique le trigger. For ou after ou instead of, c'est pour préciser le comportement du trigger. Le insert, delete, update, c'est pour préciser le ou les événements déclencheurs. As, begin statement, c'est le corps du trigger. Une remarque importante, le corps du trigger créé peut inclure n'importe quelle instruction, à l'exception de create database, alter database, drop database, restore database, restore log et reconfigure. Ça veut dire le corps du trigger. Les instructions entre le begin et le end, c'est toutes les instructions de SQL, en dehors de ces instructions citées dans cette remarque. Remarquez concernant le comportement du trigger. On a le comportement, le for, le after, le instead of. On va détailler ces trois types de trigger. Alors, premièrement, pour le instead of. Le comportement instead of indique que le trigger est déclenché à la place de l'action déclenchante. On a dit qu'un trigger est déclenché par un événement d'insertion ou par l'événement de update, modification, ou par l'événement de suppression, delete. Lorsqu'on utilise un instead of, c'est les instructions du instead of qui sont exécutées à la place de l'instruction déclencheur. Ça veut dire quoi? On peut le simplifier avec l'instruction suivante. Au lieu de faire l'événement, faire l'instruction. Au lieu de faire l'événement, faire l'instruction. Qu'est-ce qu'on veut dire par événement? C'est l'événement déclencheur. Alors l'événement déclencheur, on a dit, il soit un update, soit un insert, soit un delete. Ça veut dire, au lieu de faire un insert ou un update ou un delete, faire le bloc d'instruction suivant. Alors, on peut faire, au lieu de faire soit insert tout seul, ou insert avec update, ou update tout seul, ou insert ou update ou delete. Ça veut dire les trois déclencheurs, on peut les rassembler. On peut utiliser le instead of généralement pour exécuter d'autres opérations avant l'opération de mise à jour. Ça veut dire avant d'exécuter l'événement, le insert ou le update ou le delete, et il faut faire, ou plutôt il faut exécuter d'autres instructions. On peut aussi utiliser le instead of pour empêcher l'exécution de l'opération de mise à jour, ou bien pour effectuer des vérifications avant l'exécution de l'opération de mise à jour. On peut l'utiliser par exemple dans l'exemple de l'ancien salaire soit inférieur au nouveau salaire. Pour comparer ça, on utilise un instead of, c'est-à-dire avant d'insérer
au lieu d'insérer, il faut vérifier. La syntaxe générale est la suivante. De instead of create trigger, le schéma, point, le trigger name, on table name, instead of, on peut utiliser soit insert tout seul, ou delete tout seul, ou insert et delete, ou les trois événements ensemble, as, begin, les instructions et le end. On a aussi le for. Alors le for, le comportement for indique que le corps du trigger est exécuté en même temps que l'action déclenchante. On peut le simplifier avec l'instruction avec l'événement faire l'instruction. Un événement peut être soit un insert ou update ou delete. Cette instruction, ce comportement est généralement utilisé pour effectuer une mise à jour instantanée dans un autre champ calculé, soit de la même table ou d'une autre table. La syntaxe générale est la suivante. Create trigger, le schéma, point, le trigger name, on la table, for, les événements, le insert, le delete, le update, as, begin, end. Le troisième type, c'est le type le after. Le after, le comportement after indique que le trigger est déclenché après l'action déclenchante. Ça veut dire après l'événement, faire l'instruction. Un événement, c'est toujours une insert ou update ou delete. Ça veut dire après avoir inséré, faire ces instructions. On peut utiliser généralement le after pour effectuer une mise à jour ultérieure dans une autre table ou dans un autre champ calculé, soit dans la même table ou dans une autre table. Une remarque importante, le comportement after. Les comportements after sont exécutés après la validation des contraintes associées à la table. Si une contrainte n'est pas vérifiée, ce type de déclencheur ne se déclenchera jamais. Exemple, la contrainte un check, une valeur doit être comprise entre deux valeurs. C'est un check. Si ce check n'est pas vérifié, le déclencheur after n'est pas déclenché. Pour mieux comprendre, on va voir des exemples. Le premier exemple, soit un étudiant. Un étudiant est numérisé par une table étudiant qui contient les champs matricule étudiant, nom étudiant, prénom étudiant, âge étudiant et code section. Alors, le script de création de cette table est le suivant. Create table, étudiant, matricule 1 varchar primary key, nom étudiant 1 varchar 20, prénom étudiant 1 varchar 30, âge étudiant de type INT et code section 1 varchar de taille 5. Cet établissement exige que à l'insertion du stagiaire, ça veut dire lors de l'inscription d'un stagiaire, il faut que l'âge étudiant soit supérieur à 18 ans. Cet établissement exige que tous ces étudiants ont un âge supérieur à 18 ans. Pour insérer un nouveau étudiant, on utilise l'instruction simple, c'est insert into étudiant, values, et on introduit les valeurs de l'étudiant, de cet étudiant. Alors, le matricule, le premier champ, c'est le matricule, 1254, le suivi du champ, le nom, suivi du champ prénom, suivi du champ âge étudiant, suivi d'un code de section. Cette instruction va s'exécuter correctement sans aucun problème. Supposons qu'on veut ajouter un autre étudiant. On utilise toujours les insert into, étudiant values. On doit changer la valeur du matricule puisque c'est la clé primaire. Et on introduit les autres champs, le nom, le prénom, l'âge et le code section. Même cette instruction va être exécutée sans aucun problème, malgré elle est en conflit avec la règle de gestion de l'entreprise, puisque l'âge
du deuxième étudiant est 16 ans. L'instruction avec un langage SQL simple va s'exécuter correctement, mais elle est en conflit avec la règle qui exige que l'âge étudiant soit supérieur à 18 ans. Alors, pour régler ce problème, on va créer un trigger. Pour créer un trigger, on utilise l'instruction create trigger. On propose un nom, vérif âge étudiant, on, le nom de la table. On va créer un trigger au niveau de la table étudiant. Alors, l'instruction de création de trigger, le nom du trigger, le on pour indiquer la table et le nom de la table. Alors, on va utiliser l'événement for. Le moment, ça veut dire au moment de l'insertion, il faut vérifier l'âge. Au moment de l'insertion, il faut vérifier l'âge de l'étudiant. On a dit au moment de l'insertion. Alors pour cela, on utilise for insert. Le déclencheur est le insert. Au moment de l'insertion, il faut vérifier. Alors le begin et le end, il faut vérifier. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut vérifier l'âge étudiant. Alors pour vérifier l'âge étudiant, on utilise l'instruction if. If select âge étudiant from. Select le champ from un nom d'une table. Le nom de la table, puisqu'on a l'événement insert, on a dit auparavant que le trigger, lorsqu'il est déclenché par un événement insert, il va créer une table virtuelle nommée inserted. Alors l'instruction sera comme suit. If select âge étudiant from inserted, c'est la table virtuelle créée par le SGBD parce qu'on a un trigger déclenché par insert est inférieur à 18 ans. Ça veut dire lorsqu'on introduit une valeur inférieure à 18 ans. Normalement, il ne l'accepte pas. La notion de il n'accepte pas l'insertion, c'est rule break. Rule break, c'est pour annuler l'opération de l'insertion. Notre trigger sera comme suit. On peut lui ajouter quelque chose. On peut carrément afficher un message d'erreur. Pour afficher le message d'erreur, on utilise l'instruction print. Print, le message d'erreur est le suivant. Opération impossible, âge étudiant inférieur à 18 ans. Mais, puisqu'on a deux instructions, le print et le rollback, on est obligé d'ajouter un begin et un end. Et comme ça, notre trigger sera le suivant. Create trigger, le nom on la table, for insert, as begin, if selected âge étudiant from inserted est inférieur à 18 ans, ça veut dire lorsqu'on veut insérer une valeur âge étudiant inférieur à 18 ans, un message d'erreur est affiché et un rollback est effectué. Un rollback, on a dit le rollback, c'est pour annuler l'exécution de trigger, annuler l'opération de l'insertion dans notre cas, et revenir rétablir à l'état initial de la table. Une petite remarque concernant ce trigger. On peut l'exécuter après, ou plutôt avec l'instruction insert et même avec l'instruction update. On va tester ce trigger avec la première instruction, c'est le insert into avec les premières valeurs. Et on va puis voir le résultat avec les deuxièmes valeurs. Le deuxième groupe de valeurs. On a un trigger qui est déclenché par l'événement insert sur la table étudiant. Le SGBD va créer une table virtuelle nommée inserted. On a l'instruction insert into étudiant values suivant avec une condition du trigger et if select âge étudiant from inserted
est inférieur à 18 ans. Alors, comment va s'exécuter cette instruction? On a un insert into étudiant values. La première valeur va être insérée sans aucun problème. La deuxième valeur va être insérée au deuxième champ. La troisième valeur du troisième champ va être insérée dans la table inserted sans aucun problème. On vient au niveau du champ âge étudiant. Âge étudiant, on va insérer et on va comparer. On a 20 est inférieur, plutôt, est-ce que 20 est inférieur à 18? La condition va renvoyer un résultat faux. Alors, il n'y aura pas d'annulation d'insertion. Il n'y aura pas de rollback. On continue avec le dernier champ qui va être inséré au niveau du code section. Il n'y aura pas d'annulation. Alors, les champs, cet enregistrement va ensuite être créé au niveau de la table étudiant. Et enfin, la table inserted va être supprimée. Ça, c'est le insert du premier enregistrement. On va passer au deuxième record, toujours avec le trigger insert, avec la table étudiant. Le SGBD va créer à nouveau la table inserted qui contient les mêmes champs, c'est-à-dire la même structure que la table étudiant. On a l'instruction insert into étudiant values 1260, le nom, le prénom, l'âge et le code section. Toujours avec la condition du trigger A, if select âge étudiant from inserted est inférieur à 18 ans, alors la première valeur va être insérée sans aucun problème. La deuxième valeur va être insérée sans aucun problème. La troisième valeur va être insérée au niveau de la table inserted sans aucun problème. On vient à la valeur âge étudiant. On insère la valeur âge étudiant au champ. Et puis on compare. Est-ce que 16 est inférieur à 18? Ce test va nous donner un résultat vrai. Alors il y aura une annulation d'insertion. Il y aura un rollback. Un rollback, qu'est-ce que ça veut dire? Les tables directement, la table inserted va être supprimée. Il n'y aura pas d'insertion de valeur au niveau de la table étudiant. On peut régler ce problème avec une autre méthode. Quelle méthode? On a toujours create table, le nom du trigger, plutôt create trigger, le nom du trigger, on toujours la table étudiant. Cette fois-ci, on va utiliser le instead of avec le insert as begin if select âge étudiant from inserted est supérieur à 18 ans. Dans le premier cas, on a dit inférieur à 18 ans. Dans ce cas, on va utiliser l'inverse, supérieur à 18 ans. Si la valeur est supérieure à 18 ans, on va effectuer l'insertion. Insert into étudiant, select étoile from la table inserted. Sinon, else, on affiche le message d'erreur et on quitte le trigger. Le déroulement de ce trigger sera suivant. Alors, pour l'exécution du trigger, on a toujours un trigger déclenché par le insert sur la table étudiant et le SGBD va automatiquement créer une table virtuelle inserted. On a l'instruction insert into étudiant values, les valeurs suivantes, avec une condition du trigger, la suivante, if select âge étudiant from la table inserted est supérieur à 18 ans. La première valeur va être insérée automatiquement, sans aucun problème. La deuxième valeur va être insérée dans la table inserted. La troisième valeur va être insérée. On vient au niveau du champ âge étudiant. On va insérer la table, plutôt la valeur, et on va le dernier champ. Et puis, on va tester. Puisque le insert, il va insérer au niveau de la table inserted, puis il va tester
la condition. La condition est, est-ce que 20 est supérieur à 18 ans? Oui, 20 est supérieur à 18 ans, ça veut dire que cette condition va nous donner un résultat vrai. Alors, il y aura une insertion des valeurs de insert à étudiant. Il va copier les valeurs de la table insert à la table étudiant. Et ensuite, il va supprimer la table inserted. Un autre exemple, toujours avec notre étudiant, mais cette fois-ci, on va ajouter la table section. Alors, un étudiant est inscrit à une section. Une section est représentée par une table section qui contient code section, le nombre de places, date début de formation et date fin de formation. On a deux conditions. La première condition, il ne faut pas dépasser un nombre de places par section. Il ne faut pas dépasser un nombre de places par section, défini par section. Ça veut dire chaque section a un nombre de places. Il y a des sections qui supportent 20 places, 15 places, 10 places. Il ne faut pas dépasser ce nombre. La deuxième condition est que il faut que la date début de formation soit inférieure à la date de fin de formation. Pour résoudre ce problème, on a toujours la table étudiant qui est reliée avec la table section. La condition, il ne faut pas dépasser un nombre de places défini par section. Il est strictement impossible de vérifier cette condition par de simples instructions SQL. Alors, on va créer des triggers. Mais le problème qui se pose, sur quelle table? On a deux tables maintenant. Sur quelle table on va créer notre trigger? Est-ce qu'au niveau de la table section ou au niveau de la table étudiant? Alors, on a le nombre de places est fixe et défini pour la table section. Ça veut dire chaque section a un nombre de places défini. Mais le nombre d'étudiants inscrits par section change. Le nombre d'étudiants inscrits par section, c'est lui qui change. Alors, on a une section avec 10 étudiants inscrits. On a une autre section qui supporte, par exemple, 15 places et qui a 7 étudiants inscrits. On a une autre section, par exemple, qui supporte 20 places et on a uniquement 12 étudiants qui sont inscrits. Alors, c'est le nombre d'étudiants inscrits par section qui change. Alors, on va créer un trigger pour la table étudiant. Comment faire? Notre trigger sera le suivant. Create trigger. Le nom, c'est verif nombre de places on la table étudiant. For insert. Le trigger va être déclenché avec l'événement insert. As begin. L'instruction est la suivante. If select count. On va calculer le nombre select count from la table étudiant. On a utilisé le symbole E pour définir la table étudiant, virgule et la table inserted. On a utilisé le symbole I pour la table inserted. Alors on va calculer le nombre d'étudiants where E étudiant, ça veut dire where le code section de la table étudiant est égal à la table I, plutôt à la table au code section de la table I. Premièrement, pourquoi on a utilisé inserted? Puisqu'on a un trigger qui est déclenché par l'événement insert. Pour cela, on a utilisé un inserted. La liste des stagiaires inscrits, ou plutôt la liste des étudiants inscrits, elle se trouve au niveau de la table étudiant. Pour cela, on a mis for étudiant. Et le stagiaire ou l'étudiant en cours d'insertion, on trouve ces informations dans la table insert. Pour cela, on a utilisé les deux tables. Alors, on récupère le code section à partir de la table inserted et on va comparer tous les étudiants qui ont ce même code dans la table étudiant. Et on va calculer le nombre de ces étudiants.
Alors la première instruction, c'est pour récupérer le nombre d'étudiants affectés à la section actuelle. Il faut qu'il soit supérieur à. Si on avait par exemple un nombre fixe, un nombre de places fixe, supposons chaque section a 20 places, ou supposons chaque section a 15 places. Il ne faut pas dépasser les 15 places par section. Dans ce cas, on aurait pu mettre directement supérieur à 15. Supposons le nombre de places était 20, on aurait dû facilement faire supérieur à 20. Mais on nous a demandé un nombre de places qui est changeable par section. Alors on doit récupérer le nombre de places par section. Quelle section? La section actuelle. Alors on utilise supérieur à select nombre de places pour récupérer le nombre de places from quelle table? Alors le nombre de places c'est un champ de la table section. Pour cela on a utilisé from section. Mais on a aussi besoin de la table inserted pour récupérer le code section du stagiaire actuel, ou plutôt le code section de l'étudiant actuel. C'est pour ça qu'on a mis from section pour récupérer le nombre de places et inserted pour récupérer le code de la section. Where la condition est la table inserted.le code section ou bien le i.code section est égal à la table section.code section. Le deuxième bloc, c'est pour récupérer le nombre de places de la section actuelle. Alors, si le nombre de places, le nombre d'étudiants de cette section dépasse le nombre de places de cette même section, on va faire un rollback. On peut aussi afficher un message d'erreur puisqu'on a deux instructions. Il faut faire un begin et un end. Et enfin, on a le end du trigger. Avec ce bloc d'instructions, on peut vérifier si une table, plutôt si une valeur est dépassée. On peut l'utiliser soit en événement insert ou l'événement update parce qu'on peut insérer un étudiant puis changer sa section. Pour changer sa section, il faut changer le code section. Alors, même en update, on exécute le même trigger. Le deuxième critère, c'est il faut que date début de formation soit complètement inférieure à la date fin de formation. C'est toujours, on a besoin de création d'un trigger, create trigger, verif date en la table section. Pourquoi on a utilisé la table section? Puisque les deux champs se trouvent au niveau de la table section, que ce soit date début de formation ou date fin de formation. Pour cela, on a utilisé la table section. Alors, soit on insert ou on update, soit on insert ou on update. As begin. If select, on doit récupérer select la date début de formation from la table inserted. Pourquoi inserted? Parce qu'on a l'instruction l'événement insert et on a l'événement update. Alors if la date début de formation de la table inserted est supérieure à la date fin de formation de la table inserted, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un rollback. Et si la date de fin de formation est supérieure à la date de début de formation, on va faire un rollback. On peut même afficher un message d'erreur, le begin et le end. Sinon, ça veut dire quoi? Si le date début de date fin formation est supérieure à date début de formation, alors on va faire un insert into la table section. Qu'est-ce qu'on va insérer à la table section? Select étoile from inserted. Toutes les valeurs qui sont insérées dans la table inserted, on va les insérer à la table section. Et le fin du trigger.
Le troisième exemple, toujours on a la table étudiant et la table section. On remarque que la table étudiant est reliée à la table section par le code section. Supposons, on veut supprimer le troisième champ, le dernier champ, plutôt le dernier enregistrement de la table section. L'instruction pour supprimer est simple. Delete from section where code section est égal sec3. Ça veut dire on va supprimer de la table section l'enregistrement qui a le code section qui a comme valeur sec3. L'instruction va être exécutée sans aucune difficulté. Si on veut faire la même chose, mais cette fois-ci avec le premier enregistrement qui a le code sec1. Cette instruction ne va pas être exécutée. Pourquoi? Tout simplement, le code sec1, on le trouve dans les deux tables, dans la table section et dans la table étudiant. On dit que la table étudiant, les enregistrements de la table étudiant sont reliés à l'enregistrement sec1 de la table section. La même chose avec le deuxième enregistrement sec2. Si on veut le supprimer, il ne va pas être supprimé, il va déclencher une erreur. Pourquoi? Parce que la valeur sec2, on la trouve au niveau de la table étudiant. Pour régler ce problème, pour résoudre ce problème, il faut créer un trigger au niveau de la table section qui permet une suppression en cascade. Une suppression en cascade, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire supprimer avant tout, supprimer le champ, ou plutôt l'enregistrement de la table section, ainsi que tous les enregistrements des autres tables reliées à la table section. Alors, pour créer un trigger, c'est create trigger. Le nom du trigger, c'est delete cascade section. C'est le nom proposé par l'utilisateur en la table section, puisqu'on a dit au niveau de la table section. Instead of delete, qui permet une suppression. Suppression, ça veut dire l'opération delete. Il faut, premièrement, récupérer le code section de l'enregistrement qu'on veut supprimer. Deuxièmement, puis on supprime, ou plutôt supprimer tous les étudiants qui ont ce code section, pour enfin supprimer l'enregistrement en cours de la table section. Comment faire? Create trigger, le nom du trigger on la table section, instead of delete, ça veut dire ce trigger est déclenché par l'opération delete, as begin, and. On aura besoin d'une variable qui est déclarée un varchar 5. Pourquoi un varchar 5? Parce que le code section est déclaré un varchar 5. Alors, premièrement, il faut récupérer le code section de l'enregistrement qu'on veut supprimer. L'enregistrement qu'on veut supprimer se trouve au niveau de la table deleted. Pourquoi la table deleted? Parce qu'on a un trigger qui est déclenché par l'événement delete. Alors, pour récupérer le code section, on a le select code section from deleted et une affectation à la variable. Deuxièmement, on doit supprimer tous les étudiants qui ont ce code section. Ça veut dire on va supprimer tous les étudiants qui ont un code section est égal à la variable @code. Pour supprimer, on utilise l'instruction delete from étudiant, puisqu'on a dit supprimer tous les étudiants, where code section est égal à @code à notre variable. Et enfin, supprimer les enregistrements en cours de la table section. Delete from la table section where code section est égal à @code. Le quatrième exemple, revenons à l'employé qui a eu une augmentation et qui a un ancien salaire et un nouveau salaire qui doit être supérieur, complètement supérieur à l'ancien salaire.
On a dit qu'il est strictement impossible de vérifier cette condition avec de simples instructions SQL. Alors, on doit créer un trigger pour vérifier cette condition. Alors, pour résoudre ce problème, il faut premièrement créer un trigger au niveau de la table employée qui permet de vérifier la condition après la modification. Alors, pour créer un trigger, on a l'instruction create trigger. Le nom du trigger on le nom de la table. After update. Pourquoi after update? Parce qu'on a dit après, c'est after, modification, c'est update. Alors, on doit récupérer l'ancienne valeur du salaire. L'ancienne valeur du salaire, on doit la récupérer à partir de la table deleted. Pourquoi la table deleted? Parce que on a l'opération update, comme on a déjà dit. L'opération update, le SGBD crée deux tables, une table deleted qui sauvegarde l'ancienne valeur. Alors l'ancienne valeur est sauvegardée dans la table deleted. Puis on récupère la nouvelle valeur du salaire de la table inserted. Pourquoi la table inserted? On a dit que lorsqu'on a l'opération update, le SGBD va créer deux tables, une table deleted pour sauvegarder l'ancienne valeur et une table inserted pour sauvegarder la nouvelle valeur. Et ensuite, on compare les deux valeurs, l'ancienne valeur et la nouvelle valeur. Si la condition n'est pas vérifiée, on fait un rollback. Et notre trigger sera comme suivant. Create trigger, le nom du trigger, contrôle salaire augmentation, on employé, after update, as begin et un end. On doit déclarer une variable old de type monnaie et new de type monnaie aussi. La variable old, on va y mettre l'ancienne valeur, c'est le salaire employé à partir de la table deleted, puisqu'on a dit que l'ancienne valeur est sauvegardée dans la table deleted. Et le new, la variable new, on va y mettre le nouveau salaire à partir de la table inserted. On va y mettre la valeur du salaire employé qui est enregistrée dans la table inserted. Et puis on fait une comparaison. Si l'ancienne valeur, c'est-à-dire if old, arrobasque old, est supérieure à la nouvelle valeur du salaire, on fait un rollback. On peut afficher un message d'erreur. Opération impossible, vérifier vos dates. Puisqu'on a deux instructions, on est obligé de faire un begin et un end. D'importantes remarques. La première des choses, les déclencheurs instead of doivent être uniques par événement et par table. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on crée un trigger instead of, il faut qu'il soit unique, ça veut dire pour une table T, il n'y a qu'un seul trigger instead of pour le insert, un seul trigger pour la même table pour le update et un seul trigger pour le delete. Par contre, il est possible de coder autant de déclencheurs after qu'on le souhaite sur une même action. Soit pour le insert, soit pour le update, soit pour le delete. D'une même table ou vu une table, on peut créer autant de déclencheurs after. En cas de pluralité de déclencheurs sur une même action d'une même table, l'ordre des déclencheurs est arbitraire, sauf pour les trois premiers que l'on peut imposer. Comment activer ou désactiver un trigger? Pour désactiver un trigger, la commande disable permet de désactiver temporairement un trigger. Qu'est-ce que ça veut dire désactiver un trigger? Un trigger, il n'est pas actif. Le trigger n'est pas actif.
La syntaxe pour désactiver un trigger, c'est l'instruction disable trigger. Le schéma, point, suivi du nom du trigger. On peut désactiver autant de triggers qu'on veut à la fois. Soit directement, on utilise all. On, on précise pour préciser quelle base de données, quel serveur ou tous les serveurs. Un trigger désactivé va toujours exister dans le système, mais ne fait rien. Ça veut dire qu'il est sans action. Au niveau de Management Studio, il est marqué en rouge. On va voir ça en pratique. Pour réactiver, après avoir désactivé un trigger, on peut le réactiver. Pour réactiver votre trigger, utilisez la commande enable. Cette commande a la même syntaxe que la commande disable. Qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu d'utiliser disable trigger, on va faire enable trigger. Soit le schéma point, le nom du trigger, on peut activer autant de triggers à la fois, sinon on sélectionne l'option all, en précisant la table, la base de données ou tous les serveurs. Pour supprimer un trigger, il suffit de utiliser l'instruction drop. Alors un trigger est un objet de la base de données. Il faudra utiliser la commande drop pour le détruire. La syntaxe est la suivante. Drop trigger, suivi du schéma, nom du schéma, point le nom du trigger. On peut aussi supprimer autant de triggers qu'on veut, ou directement on utilise all. Une remarque importante, les déclencheurs sont supprimés automatiquement lors de la suppression des tables qui les contiennent. Lorsqu'on supprime une table, automatiquement la table va être supprimée, ainsi que tous les déclencheurs qu'il contenait. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention. Alors, suite au cours des triggers, on va voir aujourd'hui la manipulation des triggers. Premièrement, je vais créer une base de données. C'est bon. J'ai nommé ma base de données test trigger. Voilà. On va créer la table étudiant qui contient les champs matricule, nom, prénom, âge et code section. On va ensuite créer la table section. Voilà. C'est bon. On va créer la contrainte qui relie la table section avec la table étudiant. On va maintenant essayer d'insérer une section. Parce qu'on ne peut pas insérer des étudiants sans insérer de section puisqu'on a une contrainte. Alors la section a comme valeur sec1. 4 c'est le nombre de places, date début et date fin. On va insérer une ligne affectée pour vérifier voilà la table étudiant et la table section. La table section contient un seul enregistrement. Par contre, la table étudiant est vide pour le moment. On va insérer des valeurs à la table étudiant. Alors, insérer des valeurs, c'est ça. C'est une insertion avant la création du trigger. Alors, le premier enregistrement, une ligne affectée, c'est bon. Le deuxième enregistrement, on va l'insérer, une ligne affectée, c'est bon. On revient à la table, la requête, pour vérifier qu'au niveau de la table étudiant, on a deux enregistrements. Par contre, au niveau de la table section, on a un seul enregistrement. Le problème qui se pose au niveau de la table étudiant, on a dit que l'établissement demande et exige que chaque étudiant ou les étudiants, l'âge étudiant doit être supérieur à 18 ans. Malgré le deuxième enregistrement a uniquement 15 ans,
mais il a été ajouté par succès. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une vérification ni postérieure ni antérieure. On va maintenant créer un trigger. Bon, avant la création des triggers, au niveau des bases de données, actualiser. Là, voilà ici notre base de données test trigger. C'est la base de données qu'on va utiliser aujourd'hui. Au niveau des tables, on va trouver deux tables. La table étudiant et la table section. Au niveau des déclencheurs de la table, elle est vide. Il n'y a pas de déclencheur attribué à la table étudiant, ni de déclencheur attribué à la table section. On va maintenant créer un déclencheur, créer un trigger qui vérifie l'âge de l'étudiant. Alors, l'instruction de création est create trigger. Vérifie âge étudiant, c'est le nom du trigger. On la table étudiant. For insert, ça veut dire au moment de l'insertion, il va vérifier si l'âge étudiant qui est dans la table inserted est inférieur à 18 ans. Il va nous afficher un message d'erreur et puis il va faire un rollback. On va exécuter le trigger. Commande réussie. Au niveau de la table étudiant, on va faire une actualisation. On va trouver notre déclencheur ici. Le voilà ici. Alors, vérifie âge étudiant. C'est notre déclencheur, c'est notre trigger. On va essayer maintenant d'insérer un autre stagiaire qui a l'âge 16 ans et on va voir qu'est-ce qu'il va nous donner comme résultat. Alors, le résultat est le suivant. Lorsqu'on a voulu insérer un étudiant qui a comme matricule 1002 et qui a comme âge 16, ça veut dire inférieur à 18 ans, il a affiché notre message d'erreur, opération impossible, âge étudiant inférieur à 18 ans. Le traitement a été abandonné. Alors le voilà ici, notre message. Si on revient au niveau de la structure de notre table, il n'a pas ajouté le troisième enregistrement. On va modifier l'âge de l'étudiant. On va mettre par exemple 19 et on va essayer de le réinsérer de nouveau. Exécuter. Voilà. Une ligne affectée. Pourquoi? Parce que cet étudiant a plus de 19 ans. On va revérifier au niveau de la table étudiant. On va relancer le select étoile from étudiant. Le voilà ici, notre étudiant qui a comme matricule 1002 et qui a comme âge 19. Alors même si je réessaye d'insérer un autre étudiant, toujours opération impossible, âge étudiant est inférieur à 18 ans. Si je modifiais l'âge, il va accepter la valeur une ligne affectée. Ça, on a créé un trigger. Le voilà. Si on a créé un trigger qui vérifie si l'âge étudiant est supérieur ou inférieur à 18 ans. S'il est inférieur à 18 ans, il va exécuter le rollback. Sinon, il va insérer automatiquement les valeurs il va copier les valeurs de la table inserted à la table étudiant. Le deuxième exemple qu'on a déjà vu est l'exemple de la table section. Il faut que la date début soit supérieure, plutôt soit inférieure à la date fin. Alors on va essayer d'insérer une ligne à la table section. On va y mettre par exemple section 3 qui supporte 20 places et qui a comme date début le 10-10-2021
2021 par exemple, et qui a comme date de fin le 1/2/2021. Alors, on va lancer cette insertion. Il a accepté la valeur. Pour vérifier, on revient à notre select étoile from section. Il a ajouté la deuxième section, malgré les dates ne respectent pas la condition. Pour que les dates respectent la condition, il faut qu'on crée un trigger. Le trigger de vérification de la date, create trigger verif date on la table des sections, instead of, c'est-à-dire avant l'insertion ou la mise à jour, as begin. If select date début formation from inserted est supérieur à date fin formation from inserted, alors il va afficher erreur date et il va effectuer un rollback. Sinon, il va carrément tout simplement insérer les valeurs de la table inserted à la table section. Je vais sélectionner le trigger et je vais l'exécuter. C'est bon. On va revérifier au niveau de la table section. Le voilà, si notre déclencheur vérifie date. On va essayer maintenant d'insérer toujours une section avec des dates qui ne respectent pas la condition. Plutôt, je vais mettre un section 4 pour ne pas tomber en conflit de primary key. L'opération ou la transaction s'est terminée dans le déclencheur. Le traitement a été abandonné. Pourquoi abandonné? Parce qu'on a utilisé le rollback. Et le message d'erreur, erreur date, le voilà, si erreur date. Si on veut vérifier au niveau de la table section, il y a toujours deux enregistrements. Le premier et le troisième, sec 1 et section 3. Mais la section 4 ne l'a pas ajouté. On va remodifier les dates, supposons que cette section débutera la formation en 2019 et finira en 2021. Je vais lancer l'exécution. C'est bon, une ligne affectée. On va revérifier. Là, voilà, c'est notre section. Reste à vérifier le nombre de places. Reste à vérifier le nombre de places. Alors, pour vérifier le nombre de places, on va par exemple utiliser la section 1. La section 1 qui a 4 places, uniquement 4 places. Mais on a déjà utilisé notre 4 places. Je vais essayer d'insérer un autre enregistrement, un autre étudiant, lui affecter toujours la section 1. Alors pour l'insertion des étudiants, on utilise toujours l'instruction insert étudiant value. Alors je vais juste modifier la date, plutôt l'âge, et je vais exécuter l'insertion. Toujours affecté à la section 1. Insertion effectuée avec succès. Pour vérifier, on va lancer la vérification. On a 5 enregistrements. Les 5 enregistrements sont affectés à la même section. Malgré la section numéro 1 ne supporte que 4 places. Mais puisqu'on n'a pas pu gérer, on n'a pas déclaré de trigger qui gère cette situation, il va toujours accepter les étudiants. Mais pour gérer la situation, pour limiter le nombre d'étudiants à 4 places, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouveau trigger. Create trigger vérifie nombre de places. Il est affecté à la table étudiant, for soit en insertion ou après un update. As begin, if select count étoile from étudiant inserted, where code section de la table étudiant est égal au code section de la table inserted et supérieur
ou select nombre de places à partir de la table section et la table inserted, where code section de la table inserted est égal à code section de la table section. Voilà. Si cette condition est exécutée, est vraie, alors on va afficher un message d'erreur, section complète, et un rollback. On va créer notre trigger. Voilà, commande réussie. Au niveau des déclencheurs de la table étudiant, on va revérifier. C'est les déclencheurs de la table étudiant. On va faire une actualisation. Le voilà, si notre déclencheur de la table étudiant qui vérifie le nombre de places. On va essayer maintenant d'ajouter un nouveau étudiant toujours à la section 1. Alors, 22 222 pour nous rappeler. Il a comme âge 19 et il est toujours affecté à la section 1. On va insérer, lancer l'insertion. Alors, la transaction s'est terminée dans le déclencheur. Le traitement a été abandonné. Pourquoi abandonné? Tout simplement parce qu'on a utilisé le rollback et on a précisé le message d'erreur. Opération impossible, section complète. La voilà, si opération impossible, section complète. Si on utilise avec la section 3 et on lance l'exécution, il va accepter. Pourquoi? Parce que au niveau de la section 3, bon, on va revérifier. On va revérifier. Au niveau de la section 3, on a dit que la section 3 supporte 20 stagiaires. On va faire un test avec la section 4, puisqu'on a dit que la section 4 ne supporte que 4 stagiaires. On va créer 4 étudiants. On va créer 4 étudiants, insert into étudiant, values. Voilà. Le premier champ, supposons c'est 2000. Le nom STG. Le prénom Ali par exemple. L'âge 20 ans. Section 4. Voilà. On va exécuter un enregistrement affecté. On revient à la table stagiaire, plutôt la table étudiant. On a un étudiant affecté à la section 4, sachant que la section 4 supporte 4 places. On revient et on insère un deuxième stagiaire, un deuxième étudiant. On va changer le matricule 2001. On va proposer un nom. Toujours la section 4. Et on va exécuter une ligne affectée. On revient pour vérifier. La voilà, si notre ligne, c'est notre deuxième enregistrement. On est toujours dans inférieur à 4. Deux enregistrements inférieurs à 4, il accepte. On va rajouter un deuxième enregistrement. On va changer le matricule. Le nom stagiaire, on va proposer un autre nom stagiaire, un prénom stagiaire, l'âge, on va insérer notre stagiaire qui a comme matricule de 2002. Toujours une ligne affectée. On revient pour revérifier. Alors, on a 1, 2, 3. 3 stagiaires affectés à la section 4 qui supporte 4 emplacements. On va ajouter
On va ajouter un quatrième stagiaire, un quatrième étudiant. On va lui changer le matricule. Alors, exécuter une ligne affectée. Alors, normalement, on a nos 4 places réservées. Section 4, section 4, section 4, section 4. C'est-à-dire on a 4 étudiants qui sont affectés à la section 4. Si on essaye d'ajouter un nouveau stagiaire, normalement, il va nous déclarer une erreur. Voilà. Je vais exécuter. Voilà. Opération impossible. Section complète. On n'a pas pu enregistrer de nouveaux étudiants pour la section 4. Pourquoi? Tout simplement, notre trigger, il limite le nombre de places à 4. C'est le nombre de places de la section 4.